Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors avant de lancer cette vidéo, les gars, je tiens à vous partager ce petit truc que j'ai eu sur Twitter. Ça m'a touché. J'ai reçu un message de frères sénégalais. 10 h du matin au Sénégal, ce mec a mis le débrief de Riles en haut-parleur. Tout le monde qui passe peut l'entendre. Ce gars, c'est un vrai. J'ai pris 5 minutes pour écouter en buvant mon café. Donc une grosse dédicace à mes frères sénégalais. Vraiment du fond du cœur. C'est un honneur de vous voir aussi nombreux quotidiennement. Et le jour où je viendrai vous voir, si Dieu le veut, si je suis en vie, je viendrai au Sénégal vous voir. Et on va vivre un beau moment ensemble. Sincèrement et du fond du cœur. Donc voilà, je voulais commencer cette vidéo avec ce message. On va revenir sur les questions-réponses de ce week-end. Week-end très intéressant car le Real a repris la première place avec le faux pas de l'Atlético et du Barça. Et aujourd'hui déjà, en fait là les jours qui passent, il se passe plein de choses. Kylian est complètement de retour. Le Real a retrouvé la première place. Il y aurait eu des retours médiatiques comme quoi Ancelotti, ce serait sa dernière année et qu'il quitterait lui-même, peu importe le résultat. Alors, dans les dernières secondes, il y a quelque chose qui vient de dire non, Ancelotti voudrait, serait là, lui, il compte pas partir. J'ai eu des échos. Alors, des échos au présent qui diraient que Alphonso Davies, ça va être presque mort. Que ce serait presque mort. Et Alexander-Arnold, pour l'instant, c'est beaucoup plus probable, mais pour l'instant rien n'est fait, que rien n'est signé, et que c'est même pas mort pour cet hiver, mais il y a de fortes chances que si ça se fait, ce sera cet été. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir un joueur qui peut-être, ou Liverpool, qui réussit à s'arranger. Donc pour l'instant, il y a quand même une inquiétude pour moi sur les latéraux défensifs qui ne sont pas remplacés, et le plan qu'on avait n'est pas encore pris. Et défensivement, ça avait entre Lenny Yoro, le plan Alphonso Davies, le plan Alexander-Arnold. Si Alexander-Arnold, ça se fait pas, Alphonso Davies, ça se fait pas, Lenny Yoro, ça se fait pas, tu retardes un roulement que tu aurais préparé à l'avance et qui doit être préparé à l'avance. Et ça me dérange. Parce que ça peut perturber et faire un déséquilibre derrière et devant et au milieu, et ça me dérangerait vraiment. Bref, on va revenir maintenant les amis sur les questions, tout simplement. Tonton Riles, je voudrais savoir où tu situes l'Atlético en fin de saison, parce que moi j'ai l'impression qu'on est dans une de ces saisons où le Barça et le Real font beaucoup d'erreurs et où Simeone prend la Liga. Actuellement, le Real et l'Atlético sont ceux qui sont le plus proches, vu que le Real est premier, mais l'Atlético a que 2 points derrière. Mais tu dois réaffronter l'Atlético dans pas longtemps, le Barça doit t'affronter, donc en vrai, cette première place, tu l'as. S'il y a d'autres faux pas du deuxième et du troisième, tu prends une avance considérable, mais pour l'instant, attention, parce que l'Atlético a une régularité meilleure que celle du Barça, par exemple. Et le Barça, c'est quand même le plus gros rival que tu as en Liga, normalement. Donc, moi, pour l'instant, je ne me prononce pas. Fran Garcia ou Ferland Mendy, au prochain Classico, tu titularises qui? C'est très complexe. C'est vrai que c'est très complexe. Moi, de base, les plus gros matchs, je mets Ferland Mendy pour l'aspect défensif. Le problème, c'est que défensivement, là, en fait, il est même plus là. Dernièrement, il est plus là, il a la tête ailleurs, physiquement. Et voilà, c'est pas pour rien que tu mets Fran Garcia, qui de base est un joueur moins bon sur le très haut niveau. Mais Fran Garcia est à 100%. Il se donne et ça porte ses fruits. Donc est-ce que, peut-être qu'on aura une bonne surprise dans un très gros match avec Fran Garcia, qui sait? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est vraiment très compliqué comme question. Justement, Riles, s'il y a bien une chose dans laquelle ce Barça me laisse de l'espoir, c'est un peu à l'image du Real de ces dernières années, ne pas être le plus fort dans une régularité de Liga, mais pouvoir élever son niveau dès que tu affrontes les plus forts. Exactement. C'est exactement ce que j'ai dit, je sais plus si c'était la dernière ou l'avant-dernière vidéo. J'estime que ce Barça a du Real Madrid de Ligue des Champions, mais par contre a du Real Madrid de championnat quand ça n'allait pas. En fait, la tendance est inversée. Le Real arrive à s'en sortir en Liga, mais par contre le Real, je les sens pas en Ligue des Champions. À moins que la défense se restabilise, qu'il y ait un équilibre et que tu... Mais pour l'instant, je vous parle au présent, après demain on sait pas, j'espère me tromper, mais j'ai l'impression que le Barça, dans le très haut niveau, quand il faut jouer une équipe qui doit te battre, qui doit jouer, ils sont peut-être
top 2, top 1, top 2 Liverpool. Vraiment sur... Après, faut voir City aussi, ce que ça donnera. Mais le Barça de Ligue des Champions qui va devoir jouer un gros et tout, comme on l'a vu à l'image contre le Bayern, quand on les voit contre Dortmund, quand on les voit contre le Real lui-même, c'est quand même quelque chose... Je pense que le Barça va faire un très bon parcours en Ligue des Champions, personnellement. Mais en Liga, se confronter à ce qui est l'équipe qui ne doit pas te battre, mais chercher le nul, te perturber... Le Barça, c'est football. Voilà, c'est football. Tu gagnes par le foot, et tu perds quand c'est plus le foot. Mais si en face, c'est le foot, et toi, c'est le foot, tu gagnes. T'as de fortes chances. T'es dans ton meilleur élément. Mais si en face, c'est pas le foot, bah c'est perturbant. Atlético, Getafe, vous voyez ce que je veux dire. Donc attention, s'il tombe en Ligue des Champions, par contre, contre une équipe qui n'est pas joueuse, là, ça peut être piège, par contre. Salut Riles, même si la saison se passerait bien avec Ancelotti, voudrais-tu l'année prochaine l'arrivée de Xabi Alonso pour changer... Je pense que ça y est, c'est le moment, oui, pour la nouvelle ère Xabi Alonso. La nouvelle ère avec cette jeunesse qui est arrivée. Ancelotti a tout fait. Un grand merci, un hommage de malade. Même si la saison, imaginons, elle se rate, faut pas être ingrat. Ancelotti, c'est le coach qui a gagné le plus de trophées avec le Real Madrid. C'est la légende en tant que coach au Real Madrid. Il est revenu 2 fois, il a gagné la première fois de la Ligue des Champions, il a gagné de la Ligue des Champions. Je dis de la Ligue des Champions, pas la Ligue des Champions, parce qu'il en a gagné plusieurs. Et championnat, etc. L'histoire dit merci, l'histoire du Real dit merci à Carlo Ancelotti, quoi qu'il arrive. Mais oui, Xabi Alonso, c'est le moment. Encore une fois, je vous assure pas que ça va matcher. Hein. Le Real, à l'avance, on peut pas savoir. C'est pas pour rien qu'à chaque fois, c'était Zizou, Ancelotti, parce que... c'est très spécifique le Real Madrid à coacher. C'est pas comme n'importe quoi. Mais si ça passe avec Xabi Alonso, ce serait énorme parce que ça apporterait des choses nouvelles et on veut tous le voir. Comme c'est bizarre, ils ont pris 5 il n'y a pas une semaine, mais Papa Pérez a parlé aux arbitres et ça va mieux en championnat. Et Monsieur Riles va objectivement venir nous expliquer comment son équipe n'a pas profité d'un arbitrage favorable depuis le début de saison. Alors déjà c'est faux, depuis le début de saison le Real a eu de mauvais arbitrages, mais tellement ils étaient mauvais, j'étais le premier à dire qu'on s'en fiche. Et pour preuve, le Real, s'ils mettent des choses sur une chaîne, même si je suis pas pour aussi faire ça, hein, mettre dans une chaîne télévisée les erreurs, les trucs comme ça, je suis pas pour, je vous le dis. Mais s'ils ont mis beaucoup de choses, c'est qu'il y avait des éléments à mettre. Maintenant, le Real, s'ils étaient pas premiers depuis le début de saison, c'était pas du tout à cause de l'arbitrage. C'est parce qu'ils étaient nazes. Ils étaient nazes. Et s'ils sont premiers actuellement en Liga, c'est pas parce que ils ont été concourir, c'est parce qu'en fait, autour, ça a été très médiocre sur la régularité. Un Barça qui, depuis novembre jusqu'à fin janvier, n'a pris que 6 points. Une victoire en 8 journées, dernièrement, en Liga. C'est pour ça que le Real est premier. Pour moi, c'est pas parce que le Real a été conquérant, je sais pas quoi. Il n'y avait pas en face l'équipe qui est digne d'être un premier, qui t'empêche d'être premier quand t'es pas bon. T'es premier, normalement, quand... t'empêches les autres d'être premiers. Là, t'es premier parce qu'en fait, vous avez tous été moyens à beaucoup de moments. Donc pour moi, le classement aujourd'hui, il est à l'image de ce qui s'est passé. Maintenant, oui, le Barça a eu... Et de toute manière, vous avez mes vidéos. Le Barça a eu plein de matchs où l'arbitrage, il n'a pas été bon. À chaque fois, j'ai précisé les choses. Mais il n'y a pas que le Barça en Ligue 1. Et ça a eu lieu avec plein d'équipes. C'est comme ça. Maintenant, si vous voulez jouer sur les mots, parce que vous aimez jouer sur les mots, Riles, objectif, tu vois, quand tu commences à parler comme ça, c'est que t'as pas d'argument pour blablater. C'est que vous êtes là à parler que de vous. Je le répète, le Barça n'est pas premier en Liga, et n'est pas deuxième en Liga, et troisième égalité en nombre de points avec le 4e, c'est pas l'arbitrage qui te met dans cette position-là. Je le répète, moi c'est ma conviction. Maintenant, si on me dit l'arbitrage est mauvais, je suis d'accord avec vous. Mais l'arbitrage, il n'est pas mauvais que avec vous. C'est ça que je veux dire. Maintenant, si vous estimez qu'il y a une corruption, parce que ça aussi, il va falloir y revenir. Il faut être réglo et il faut être honnête de chaque côté. Quand il y a une affaire Negreira, vous dites aux gens, apportez les preuves. Et je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que vous m'entendez pas jouer sur ces trucs-là. Enquête, machin, papier, argent, truc, ça sort d'où et tout. Il n'y a pas de preuves pour moi, je ne sais pas. Je ne parlerai pas. Mais quand vous avez besoin de dire, parce que des fois un arbitre, il vous arbitre mal. Et vous ramenez le Real dans l'histoire. Donc moi, je vais jouer au même jeu. Apporter des preuves qu'il y a une corruption. Sinon, tout le monde va jouer à ça. Vous êtes les corruptions, vous êtes le... C'est tout. Et je vais répéter un truc que j'ai dit qui ne fera peut-être pas plaisir, les amis. Sur les 20 dernières années, le Real, le Barça sont pour moi les 2 équipes en Europe à avoir eu l'arbitrage favorable.
favorable. Il y a eu des moments Barça, il y a des moments Real, et toutes les équipes en dessous qui peuvent se plaindre, non pas de corruption, mais d'un arbitrage qui aura été favorable au grand Real, au grand Barça. Moi j'ai toujours dit, ceux d'en dessous qui s'en sont plaints, ça me dérange pas. Mais la bataille Real-Barça entre qui est le plus favorisé, moi ça je le répète jusqu'à aujourd'hui, oui tu trouveras des choses, des Madrilènes trouveront des choses, et jusqu'à aujourd'hui sur les réseaux il y a des montages de partout. Quand c'était le Barça, quand c'était le Real, quand c'est maintenant, quand c'est demain, quand c'est après-demain, et à chaque fois qu'il y a des erreurs qui les touchent, et que ça les avantage, ils diront ouais c'est la première fois, hein, pour une fois. Le Real et le Barça peuvent avoir parfois des mauvais arbitrages contre eux, mais dans l'histoire, celui qui n'est pas d'accord avec ça, n'a pas vécu l'histoire, le Barça et le Real auront été plus favorisés dans la décision d'arbitrage. Est-ce que c'est de la corruption ou pas? Je pense pas que c'est de la corruption. Je pense que c'est le poids des clubs qui étaient, voilà, les arbitres qui devaient commenter ces monuments ont eu plus de facilité à réagir à l'avantage d'un Real et à l'avantage d'un Barça. Maintenant, si vous voulez me dire le Barça est une victime de l'arbitrage sans aucune preuve de corruption, ou si vous voulez me dire oui, il y a eu des matchs où l'arbitrage a été mauvais, oui, il y a eu des matchs où l'arbitrage était mauvais. Il y a des matchs que pour le Barça et pas pour les autres. Je veux dire, après, à force de répéter des choses, vous voulez mettre dans la tête des gens une habitude à répéter. Moi, ça marche pas avec moi. Je veux dire, quand il y a un penalty pour Rodrigo, et il y a penalty, et que je vois plein de pages dire « Ah bah là, ça siffle, quand c'est le Real, ça... » Voilà, ça c'est de la manipulation. Quand on prend l'exemple de Rudiger pour ensuite le comparer à l'exemple que tu as envie, c'est de la manipulation. Parce que d'autres te prendront un autre schéma quand Koundé met sa main sur la tête du gardien et but et que le Real a été annulé, le but a été annulé pour Rodrigo. Et le jeu, ça c'est de la manipulation du Real et du Barça. Et c'est les réseaux. Et c'est les réseaux quotidiennement qui veulent se faire passer pour victimes. Et moi j'ai arrêté ça. Moi je vous donne ma vision. Je vous donne ma vision. Il y en a, ils veulent se jouer de ma tronche. Je vous parle sérieusement, il y en a, ils veulent jouer les ironiques à 2 balles et tout, parce qu'on va pas dans leur sens. Mais ça fait plus de... Attends, je vais dire combien d'années? Pour pas me tromper réellement. Ça va faire au moins plus de 20 ans que je suis tout ça. Et plus, hein, vraiment plus. Et c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes débats. Le Real, le Barça, l'arbitrage du Barça et l'arbitrage du Real. Et quand Drogba parlait de trucs du Barça, et de l'autre côté, t'as Simeone qui parle de l'arbitrage du Real, etc. Toutes ces équipes d'en dessous, elles vous le diront. Quand on a joué le Barça, quand on a joué le Real, et c'est pas faux. Mais que le Real ou le Barça se positionne en victime dans un moment où l'arbitrage est mauvais, oui, je le répète, oui. Mais l'arbitrage n'est pas mauvais que pour une équipe, et il y a un complot contre cette équipe, et alors prouvez-le. Moi, vous me ramenez les preuves. Sinon, alors on va jouer à l'affaire Negreira parce que... Vous voyez ce que je veux dire? Faut être... Moi, c'est comme ça que je marche. Tout simplement. Je dis pas qu'il n'y a pas d'erreur. J'ai mes débris, vous le voyez. Mais il faut pas se victimiser comme étant l'unique. Parce que sinon, vous allez... Même moi, des fois, je me dis, ah, mais là-bas, ils ont pas sifflé ça. Sur le corner, machin, ils l'ont sifflé. En Coupe du Monde, Paredes, il se fait comme ça, alors que la balle, elle vient pas sur lui, il y a penalty. Et le match d'après, bah, il y a des trucs comme ça dans la zone, il n'y a pas penalty. Et là, mais en fait, tu ne choisis pas l'action qui t'arrange pour dire... Parce que sinon, c'est facile à faire. C'est ultra simple. Je le fais, moi, je peux vous le faire à tous les matchs. Bah, regardez, Vinicius, dans la zone, il est poussé dans le dos, il n'y a pas péno. Ah tiens, regardez, contre le Barça, là, il y a eu péno. Mais c'est pas une preuve en soi. Pour certains, ça devient une preuve. C'est très facile à faire. Donc, moi, je ne rentre plus dans ce jeu-là. Moi, j'ai mes vidéos pour m'exprimer, je vous donne mon opinion, et vous avez votre manière à vous de commenter, etc. Si vous voulez dire que je suis malhonnête et tout, c'est libre à vous. Libre à vous. Mais je le pense sincèrement, ce que je dis. L'entente Alaba-Mbappé pour les passes D, ça peut être sympa, j'imagine. Même pas les caviars que... Bah, ça dépend. Si Alaba joue souvent, ouais. Si Alaba, et que des fois, avec Alaba, tu peux jouer un peu plus haut parfois... Je pense que oui, Alaba, il va comprendre la volonté d'être servi par Mbappé et puis même son côté leadership et tout, vraiment. Pourquoi ça veut tourner le dos de Vinicius subitement que Kylian ait repris le niveau? Parce que les gens sont tombés dans le panneau. Ils veulent, au lieu d'associer, ils dissocient. Au lieu d'être une équipe ensemble et on gagne ensemble, ils ont besoin de faire d'un collectif des combats individuels de la même équipe. Ça n'existait pas avant, ces choses-là. C'est le jeu des réseaux, ça. C'est le jeu des réseaux. J'ai lu, ouais, c'est Vinicius qui est perdant aujourd'hui, pas...
Mais demain, Vinicius va faire un bon match, on va dire c'est Rodrigo le perdant, et après demain, on va dire... Mais les gars, la saison elle est longue, Mbappé on le voyait limite, on le demandait qu'il soit sur le banc, aujourd'hui on se dit c'est un leader, demain, Rodrigo il a fait un gros match, Vini va nous sauver en Ligue des Champions, Bellingham il va nous sauver en Liga, et c'est ça le collectif, c'est ça. Franchement, je sais pas ce qu'il faut faire de plus que Vini, ce qu'il a fait, pour aujourd'hui être ingrat comme ça en un mois. Tu penses qu'on est réellement obligé de sacrifier un attaquant? Bah, ça dépend du milieu, mais aujourd'hui avec le milieu que t'as, au très très haut niveau, c'est par la densité que tu vas un peu plus équilibrer. Parce que si au très très haut niveau, vas-y on refait la même compo là. Ceballos, Valverde et Bellingham, dans un match où tu vas pas avoir beaucoup de ballons, face à un City, face à des équipes comme le Barça et tout, et que tu n'as pas la capacité de maintenir un score, une défense solide, Fran Garcia d'un côté, Vasquez de l'autre, par quel miracle, à moins que t'en mettes 3 d'avance, des buts, sinon c'est compliqué, sinon c'est très compliqué. Et là, c'est ce que le foot était meilleur avant le VAR, les réseaux sociaux, polémiques. Avant, ce que je trouvais intéressant, j'aime pas dire meilleur avant, pas meilleur avant, c'est deux foot différents, mais ce que j'aimais bien avant, c'est que déjà, on était moins influencé par la masse, les délires de réseau, où on regardait le match et on se donnait une opinion. Et après, il y avait des pros qui en parlaient. Point. Et nous, on en débattait dans les récrés, dans les trucs comme ça. Aujourd'hui, tu regardes un match et t'as les avis de pro-joueurs. Lui, c'est mon joueur préféré, donc je suis obligé de dénigrer. T'as les avis des anti de ton club. T'as les avis de la page de machin. T'as les avis de trucs. Et au final, t'as peu d'avis qui se veulent et qui cherchent à être objectifs. T'en as peu. Parce qu'il y a des partis pris à l'avance. Pour des joueurs, contre des clubs, pour l'intérêt de ton club, et il y a de la masse qui suivent. Et ceux qui suivent, en fait, très souvent, c'est pas spécialement des connaisseurs, c'est des gens qui ont cliqué, qui se sont abonnés, et la parole d'un gros compte, comme moi, devient pour beaucoup une vérité. Et le problème, c'est que beaucoup ne sont pas des connaisseurs de foot, c'est pas pour être méchant hein, quand je dis ça, c'est que c'est une réalité, ils ne savent pas presque juger parfois, c'est quoi un mauvais match ou c'est quoi un vrai bon match, ou en vrai quand c'est dans l'extrême un mauvais match tout le monde peut le juger, ou quand c'est dans l'extrême d'un bon match on peut le juger, mais parfois la subtilité de qu'est-ce qui te fait passer parfois dans un bon match sans être forcément même dans l'extrême d'avoir marqué des buts, mais d'être dans les actions, dans l'équilibre, dans tous ces trucs là. Il y en a pas, pour moi, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à le percevoir. Mais parler, après une communauté grandie, on pense qu'on est parfois à l'aise et on dit que bah, on sait, on pense savoir, parce qu'il y a plein de gens qui nous disent qu'on sait ou qui nous like. Et après, bah, on a du monde et ça peut... Et donc, en fait, les avis sont basés sur des lobbies aujourd'hui, presque. C'est presque de la politique. On suit une politique et, par exemple, je prends l'exemple de Bellingham, il y a volonté de le dénigrer, bah, tu verras des gens qui ont, je vois le nombre de likes, Bellingham n'est pas un bon footballeur. Et je vois plein de likes et tout. Je me dis, bah oui, mais en fait, où tu veux aller? Où tu veux aller après, quand tu vois des trucs comme ça? Bah c'est la nouvelle ère. C'est l'ère du vent, en fait. Tu peux dire du vent et tout le monde like. Et bref, je trouve que ça, c'est triste. Maintenant, sur le foot, moi, j'arrive à prendre toujours autant de plaisir. Hein, même si c'est vrai que niveau individualité, qui a été remplacé par l'intensité, donc ça, les individualités d'aujourd'hui deviennent minimes en comparaison à avant, car le foot est différent sur la demande athlétique et tout. Ton prono pour le PSG City, et que penses-tu de l'efficacité du Barça sans Yamal? Alors, le PSG City, ça va être chaud pour Paris, vu que City, je savais qu'ils allaient revenir au niveau contre le PSG, donc on verra ce que ça va donner, mais tu sais, sur un match au parc, une individualité à la Dembélé, on ne sait jamais. On sait jamais aussi. City n'est pas non plus le City où il n'y avait aucun faux pas. Cette année, ils ont fait beaucoup de faux pas, donc un faux pas peut arriver encore contre le PSG. Et surtout que Paris n'a pas le choix, limite. Et l'efficacité du Barça sans Yamal, bah Yamal est devenu une immense individualité, donc une équipe qui dépend aussi de cette individualité, c'est presque un peu normal. C'est juste qu'il est tellement jeune qu'on se dit c'est pas normal, mais... Ouais, le Barça fait avec Yamal, et sans Yamal, ça se ressent, quoi, parce que c'est un génie, tout simplement. Mbappé peut-il finir meilleur buteur de la Liga et même Ballon d'Or? Bah, en fait, s'il continue et qu'il marque des points dans les très gros moments, alors déjà, ouais, il peut redevenir Pichichi, parce que là, il est vraiment parti pour marquer des doublés et tout, au vu de ce qu'il est depuis un mois, et le connaissant, ouais, il est capable vraiment de mettre des doublés, des triplés. Et Lewandowski n'est pas non plus dans la meilleure forme, même si on sait que ça peut repartir, c'est un monstre aussi le gars quand il est là.
Donc ça va être intéressant, mais je pense que 4 buts de différence n'est pas si énorme quand un Kylian peut se réveiller. Maintenant, Ballon d'Or, bah oui. S'il est au niveau et qu'il est en Ligue des Champions, il marque des gros points, oui. Maintenant, il faut qu'en Ligue des Champions, si le Real prend la Ligue des Champions et qu'il est, je sais pas, qu'il a des stats et qu'il s'est réveillé vraiment à l'image de ce qu'il fait en ce moment jusqu'à la fin de saison, après, il faut voir si c'est à côté, comment ça se passerait avec Vini et tout, si Vini aussi le fait. Mais oui, il peut. Peu ne veut pas dire que ça va se passer, mais il peut. Est-ce que tu penses que ça fait, bon, que ça dérange Vinicius dans le fond que Mbappé brille? Les amis, que ça dérange Vinicius que Mbappé brille, que ça dérange Mbappé que Vinicius brille, que ça dérange Rodrigo que la famille de Rodrigo ou de Vinicius ou de Mbappé ou de... Mais on s'en fiche. Ça, en fait, c'est pas notre problème. Parce que peut-être qu'avant, Bale, ça le dérangeait quand Ronaldo brillait. Peut-être que Ronaldo, ça le dérangeait quand Bale brillait. Peut-être que Benzema, ça le dérangeait de se sacrifier individuellement pour un collectif. Peut-être, mais peut-être plein de choses. Mais on s'en fiche. C'est à eux de s'adapter, à être meilleurs que si un autre... Si Mbappé est dérangé que Vini devient meilleur, bah c'est à Mbappé d'être meilleur. Si Vini est dérangé qu'Mbappé redevienne meilleur, bah à Vini de rattraper Mbappé. Si Bellingham... Tant que c'est pour s'améliorer, avancer, il n'y a pas de problème. Et ils seront toujours sous la tutelle du Real. Donc en fait, ça, faut vous le dire. C'est pas là. Pour l'instant, Vini ne m'a jamais montré le visage d'un aigri jaloux qu'un coéquipier brille. Il a su se mettre en dessous. Et il n'a jamais montré autre chose que d'encourager et de savoir être content pour les siens. Moi, je vois en Vini un joueur hyper... un grand cœur. Un joueur au grand cœur. Que ça déplaise à certains par rapport à ses excès d'émotion. Maintenant, Kylian, est-ce que lui... J'en sais rien, mais quand Vini était devant, Kylian a travaillé pour redevenir de plus en plus celui qu'il est. Et ben, si Vini n'est pas content, ça c'est vous qui voulez créer des problèmes. Franchement, vous êtes trop dans... ça, c'est vraiment le délire de l'ère des téléréalités, des stories, de la vie. C'est du football, on regarde le foot, c'est un sport collectif, ils s'y adaptent et c'est des humains qu'ils aiment pas et trucs qui vont s'adapter à la tutelle du Real Madrid. Est-ce que tu préférais le duo Alaba-Rudiger ou Alaba-Asensio? Non. Rudiger doit être titulaire. Alaba-Asensio, c'est deux valeurs non sûres. Asensio, trop jeune pour être un leader et être titulaire indiscutable et être le joueur que tu vas mettre si à côté t'as Alaba dont tu ne sais même pas s'il va retrouver le niveau. T'as deux doutes. Là où Alaba, Rudiger, pour moi, c'est beaucoup plus cohérent si Alaba retrouve le niveau. Rudiger a déjà prouvé que entouré, il était au niveau. Si Kylian avait été mis sur le banc pendant sa mauvaise phase, comme tu voulais, tu penses qu'il serait à sa forme actuelle? Je sais pas. Je sais pas, mais il n'y a pas d'autre choix à un moment donné quand ton joueur est pénalisant que de te dire bah, on va mettre ce qui est mieux à ce moment-là. Sinon, on ne met plus jamais un mauvais joueur sur le banc. Alors on me dira oui mais Kylian a quand même la marge de ce qu'il sait faire. Je comprends qu'Ancelotti le gardait titulaire parce que ça reste un joueur avec ce nom, etc. Le mettre sur le banc, c'est un aveu d'échec à travers le président, à travers... Je comprends, dans un autre sens... Ça m'énervait s'il était plus du tout... En fait, c'était aussi l'aspect de est-ce qu'il est déprime ou pas. Parce que même moi, dans ma manière de le juger ou de le jauger, je savais pas comment, par quel bout le prendre. Je me disais, est-ce que je dois le juger selon un joueur qui va pas bien? Et en fait, après, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est bon. Mais l'aspect, il est pas bien dans sa tête à ce moment-là. Je me disais, ça aussi, peut-être qu'il faut l'écarter. Parce que sinon, quand il rate les pénaux, la pression, les trucs, j'avais mis aussi cet aspect en compte dans mon esprit. Mais peut-être que si tu l'avais mis sur le banc, bah tu l'aurais peut-être perdu. Mais pour moi, c'est un aspect de retrouver mentalement et aussi physiquement le football. Après, il revient, tu vois. Et pour moi, c'était surtout un problème comme ça. Donc, bon, quoi qu'il en soit... C'est le présent, et Ancelotti a fait ce qu'il fallait, et peut-être que c'est lui qu'il faut remercier sur le retour de Kylian aussi. Mais en tout cas, voilà. Salam alaikum Riles, alaikum salam, mais quelle ingratitude envers Vinicius, l'humain me dégoûte vraiment, pas toi. Si tu découvres l'ingratitude sur du foot, ça va, en vrai. Mais bien sûr que l'humain, il est ingrat. Mais l'humain, il vit trop sur le moment présent, l'émotion du présent fait oublier la logique. Du temps. Un exemple, je vous donne là, par exemple, Vini, là, il rate un match de Ligue des Champions, le Real est éliminé, et par rapport à la forme d'Mbappé, bah, les gens vont dire, ça y est, c'est fini Vinicius. C'est très cruel, hein. Le foot, c'est très cruel. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Hein, le foot est suivi par des humains, l'humain est ingrat, et voilà, hein, sous l'influence de plein de trucs, des réseaux,
C'est comme ça. Donc voilà les amis pour cette vidéo. Merci à vous pour vos retours. Encore une fois, je vous dis ce que je pense. Ce que je pense n'est pas forcément la vérité, mais j'essaye d'être le plus sincère avec moi-même. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.